Le secret ou l'intelligence interdite. Collection, théorie et pratique. Chers abonnés, merci à vous. Et veuillez ajouter un j'aime à la vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et activez la cloche de notification. Vous trouverez au niveau de la description de cette vidéo des liens importants qui m'ont permis de développer mes propres business en ligne. Bienvenue chez Livre Audio 237EA et bonne écoute. Le secret ou l'intelligence interdite. Livre écrit par Claire Delassus. Introduction. Toute famille a ses secrets, secrets plus ou moins honteux, inavouables ou tragiques. Mais tous ces secrets ont quelque chose en commun, ils sont frappés d'interdits, interdits de séjour, interdits de parole. Ces secrets doivent rester ensevelis sous le poids de la honte, de la culpabilité et du silence. Mais il ne faut pas croire que ces secrets familiaux sont enfouis à jamais et n'appartiennent qu'au passé, les faits à l'origine. Des secrets ne constituent pas seulement une date bannie de la chronologie familiale. Certains ont voulu les rayer de l'histoire et de la mémoire familiale, mais, tels des noyés, ils commencent par faire des bulles, puis sombrent par le fond, pour remonter lentement vers la surface, longtemps après la tragédie. Étymologiquement, le secret est quelque chose qui doit être retenu à l'écart des autres et du monde, au pire il est complètement nié, il n'a jamais existé, secret sur le secret. Évidemment ce ne sont pas les actes glorieux, les succès ou les grandes réussites qui constituent les secrets de famille, ce sont les actes délictueux, les comportements qui ont été jugés comme allant à l'encontre de la morale, de l'honneur, des bonnes mœurs de l'époque. Ce sont tous les événements qui ont marqué la mémoire du sceau de la honte ou de la souffrance et qui ont été reniés par la famille. Ce squelette dans le placard, comme le désignent les Anglais, nous attend au détour d'une recherche généalogique en bonne et due forme. D'ailleurs, dans le vocabulaire du généalogiste, on retrouve le terme de squelette qui désigne l'arbre que l'on construit avec l'état civil et les registres paroissiaux. Allez donc enlever un os stratégique à ce squelette et patatras, tout l'arbre s'effondrera. Voilà bien le principe du fonctionnement du secret. Nous verrons comment un événement crucial, qui a été occulté de l'histoire familiale, rejaillira par de multiples voies, détournées sur les générations ultérieures sans même qu'elle en ait conscience. Le secret est une entité active qui a sa propre vie, son propre langage et des effets tout à fait particuliers sur elle et qui, libre familial. Le secret a notamment le pouvoir de pétrifier la pensée de ceux qui en héritent. Essayez donc de penser à quelque chose d'impensable, un secret qui est par essence inconnu et sur lequel pèse un interdit relié à une forte culpabilité. Autant dire que la culpabilité produit les mêmes effets que la dynamite, le secret fonctionne comme une véritable bombe à retardement. 3 solutions s'imposent à celui qui est confronté au secret, faire avec mais sans y penser, essayer de l'oublier en pensant à autre chose, ou bien le découvrir tout en le désamorçant. Autrement dit, le secret exerce une action à la fois structurante et déstructurante sur le psychisme. Imaginez une maison construite sur ou autour d'un puits, quel que soit l'édifice, le puits sera intégré au plan de la maison, il sera soit en dessous, et en ce cas l'humidité pourra s'infiltrer dans les fondations et fissurer les murs, soit il sera condamné et emmuré interdisant tout accès à une certaine partie de la maison. Il peut aussi être visible partout, en plein milieu du jardin, chacun n'en connaissant l'existence, mais tout se gardant bien d'en approcher pour voir ce qu'il contient. Notre démarche consiste à suivre le parcours du secret, de son instauration, à sa transmission, au rôle qu'il peut jouer dans l'économie psychique et aux conséquences dramatiques qu'il peut engendrer.
En effet, le secret a sa propre logique et véhicule de par sa nature même un paradoxe, il est interdit de le connaître, mais il est aussi interdit de l'oublier. Difficile de vivre avec un tel héritage, souvent invisible mais ô combien présent. L'homme, tel l'arbre, a besoin de racines pour se construire. Coupez les racines de l'arbre et il tombera, si les racines s'entr'aiment. Lent et s'enchevêtre, son équilibre s'en trouvera ébranlé. La connaissance de ses origines et donc de ses ascendants est un besoin vital pour l'homme, il a besoin de se sentir enraciné dans une lignée pour pouvoir croître et s'épanouir. Lorsque l'on sait d'où l'on vient, on sait déjà mieux qui l'on est et cela permet de savoir où l'on va. Fruits et racines ont même commune mesure qui est l'arbre nous livre Saint-Exupéry, rap. Lant bien ainsi le lien qui unit les générations des ascendants à leurs descendants. L'existence d'un secret stigmatise une faute qui n'a pu être assumée. La culpabilité qui en résulte se transmet de génération en génération sous la forme d'une dette non acquittée qui pèse sur les descendants. Ainsi, comme l'écrit Jean Cocteau, de notre naissance à notre mort, nous sommes un cortège d'autres qui sont reliés par un fil ténu, dont le mythe familial et le secret sont les témoins, reflets illusoires d'un passé qui se voudrait exempt de toute tragédie. Certains, croyant pouvoir infléchir le cours de cette transmission, occultent ou déguisent volontairement une part de l'histoire familiale, mais, loin d'être oublié, ce pan de mémoire continue à vivre et à hanter les esprits souvent à leur insu, tel l'écho qui se répercute et rebondit de part en part, bien longtemps après que le son inaugural se soit évanoui. Les secrets de la famille. Le secret. Avant de nous plonger au sein même du secret ou des secrets, il nous semble indispensable de définir très précisément ce mot afin d'en dégager tous les sens que le langage voudra bien nous confier. L'analyse étymologique nous permettra de nous plonger aux racines de ce mot pour en tirer sa véritable signification. L'exploration étymologique ainsi que l'emploi fréquent du mot secret dans différentes locutions pourra nous surprendre et nous permettre de débusquer des sens parfois inattendus. Étymologie et locution. Plongeons-nous donc sans plus attendre dans les racines du mot secret. Le mot secret provient du latin secretu du XVe siècle, et signifie séparé, secret. L'autre racine vient du verbe se cernerer qui signifie écarter. La première définition donnée par le grand Robert du mot secret est la suivante, ensemble de connaissances et d'informations qui doivent être réservées à quelques-uns, et par suite que le détenteur ne doit pas révéler. Le premier sens dégagé traduit donc le fait de détourner un certain nombre d'informations, de connaissances, qui sont alors réservées à un nombre limité de personnes. Arnaud Lévy dans un article intitulé « Évaluation étymologique et sémantique du mot secret » nous dévoile une parenté étymologique entre les mots secret et excrément. En effet, bien avant l'apparition du mot français au XVe siècle, le terme le plus fréquemment utilisé en vieux français était segret, plus rarement segré ou segrois. Ce mot avait le même sens que de nos jours, mais il est à souligner qu'au XIe siècle, dans le sud-ouest de la France, la chambre segreta désignait les lieux d'aisance, aussi désignés par le terme de segreta. Ce mot a gardé ce sens jusqu'au XVe siècle environ, puisqu'on peut lire dans un texte juridique datant de 1618, tous les secrets comme mains, égouts, cheminées communs seront vidés et nettoyés à frais communs. Ceci révèle clairement la parenté étymologique existant entre secret et excrément, parenté qui peut surprendre et faire sourire. Prolongeant son analyse, l'auteur reprend le verbe se cerno qui signifie séparer, mettre à part. Disséquant les nombreux dérivés
étymologique de ce verbe, nous découvrons de nouveaux sens. Ainsi, le verbe se cerno est lui-même composé du préfixe se, indiquant une séparation, et du verbe cerno, crevi, cretum consti, tuant la racine même du mot secret. Le premier sens du verbe cerno signifie cribler, passer au crible, et désigne l'opération de tamissage du grain, visant à trier. Grâce au crible, le bon grain du mauvais grain, résidu ou criblure. Donc la racine du mot secret trouve ses origines dans une opération agricole. Mais le verbe cerno a également d'autres sens dérivés du premier, et notamment celui de discerner, distinguer un objet au loin, mais aussi le sens figuré de discerner, c'est-à-dire distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Cernerer signifie également trancher, juger. Par extension, cernerer possède deux dérivés particulièrement intéressants, ex-cerno et se cerno. Ex-cerno, dont le préfixe met l'accent sur le rejet, signifie évacuer par criblage, et le terme d'excrétion en dérive. Ainsi excrémentum, qui désigne la criblure, mais a également le sens de déchet, a donné le mot français d'excrément. À l'opposé, le terme se cerno a donné le terme de sécrétion. Secret et excrément ont donc une parenté étymologique. Une racine commune véhiculant l'idée de tri et de séparation. Le préfixe ex met l'accent sur le rejet et désigne l'élaboration et le rejet de substances inutiles et toxiques, les excréments, alors que le préfixe se insiste sur la mise à l'écart avec une notion de conservation de substances nobles et psychologiquement utiles. Cette analyse étymologique nous ramène à l'importance même du secret, qui peut être gardé comme un bien précieux, un trésor, ou qui, exposé à d'autres, peut se comporter comme un véritable toxique, engendrant bien des conflits par les informations qu'il recèle. La langue française nous confie encore bien d'autres sens liant à la fois le mot secret et le mot excrément. Par exemple, au travers de cette expression du langage courant, il faut laver son linge sale en famille. Autrement dit, ce qui est sale et honteux ne doit pas sortir du cercle familial et doit donc rester secret. L'étymologie nous a révélé une parenté entre les mots secret et excrément. Nous verrons plus loin que la forme et le sens s'unissent, sans pour nous dévoiler le caractère anal du secret dans sa fonction de rétention d'un savoir et d'appropriation d'un pouvoir. Le secret dans les méandres du langage. L'analyse des différents sens du mot secret et surtout de ses différents emplois nous renvoie à un véritable polymorphisme des usages de ce mot. Ainsi, le secret peut-il désigner un lieu, comme dans l'expression « mettre quelqu'un au secret » qui signifie en prix sonner une personne et lui interdire toute communication avec autrui. L'accent est mis ici sur l'isolement du prisonnier et sur l'impossibilité d'avoir des échanges avec le monde extérieur. Retrouvant la parenté étymologique évoquée plus haut, cette citation extraite de l'œuvre de Racine évoque aussi un lieu, souvent ce cabinet superbe et solitaire, des secrets de Titus et le déposité. Citation où l'on retrouve d'ailleurs l'idée d'isolement liée au secret. Dans un autre ordre d'idées, l'on retrouve la notion de lieu secret dans l'expression « les secrets d'alcôve » ou de l'alcôve, désignant les secrets de la vie conjugale et intime, puisque l'alcôve est un renfoncement pratiqué dans une chambre pour y placer un lit. D'autre part, l'expression à huis clos qui signifie en secret renvoie à un lieu, à un endroit clos, fermé, où des confidences pourront s'échanger à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. L'adjectif secret, lui, renvoie aussi à un lieu difficile à trouver, et donc par extension à une cachette, un tiroir secret, la combinaison secrète d'un coffre-fort, une porte ou une issue secrète.
Ainsi, le secrétaire, n'est-il pas ce petit meuble raffiné auquel on confie toutes sortes de secrets et qui a pour mission de les garder, l'éther, secrétaire. Par association d'idées, l'on s'aperçoit que le secret apparaît aussi dans des expressions imagées où les organes des sens sont en jeu. Le premier sens concerné est bien sûr la vue, un secret est par essence caché à l'abri des regards indiscrets, ne dit-on pas dévoilé. Un secret, le mettre à jour. Nous retrouvons d'ailleurs la même idée avec les expressions « il n'y a pas de fumée sans feu » qui renvoie plus aux conséquences du secret dans ce qu'il peut avoir d'apparent et couvé sous la cendre, qui indique la présence d'un foyer, secret, mais invisible à l'œil nu parce que recouvert. Si l'on poursuit cette métaphore, on peut imaginer qu'il suffira d'un petit coup de vent pour ranimer le feu et le faire repartir. Associé au regard, l'expression connaître l'envers de la tapisserie ou connaître l'envers du décor insiste sur l'importance de ce que l'on ne voit pas d'emblée, sur ce qui est caché et qui requiert, en quelque sorte, un don de double vue pour pouvoir connaître à la fois l'envers et l'endroit, le visible et l'invisible des choses. Être dans le secret des dieux, n'est-ce pas connaître les dessous d'une affaire en accointance avec un petit nombre de gens influents et haut placés? On retrouve d'ailleurs la même idée dans ce proverbe turc, qui conçoit en secret, accouche en public, ou ce qui se trame en secret, hors de portée du regard des autres, finit toujours par se voir au grand jour. Le second sens mis en jeu est l'odorat. Ne dit-on pas découvrir le pot aux roses ou bien être mis au parfum lorsque l'on découvre quelque chose qui ne devrait pas être révélé? De même il arrive que l'on dise que le secret a transpiré, ce qui nous montre encore comment le secret peut être associé au mot odeur, ce qui nous rappelle encore davantage la parenté étymologique entre secret et excrément. L'expression familière il y a de l'oignon, pour désigner la présence d'un secret, renvoie aussi à une odeur forte. La métaphore de l'oignon est d'ailleurs riche de sens, n'est-ce pas? En arrachant une à une les pelures serrées et superposées de l'oignon que les larmes montent aux yeux, brûlants et irrités. Plus forte est encore cette expression, ça sent le cadavre, qui signifie que les choses vont mal, ou peuvent mal tourner. De même lorsque l'on associe volontiers dans le langage familier les gens curieux, fouineurs qui cherchent ce qu'ils ne devraient pas chercher, à des gens qui ont du nez ou qui fourrent leur nez partout. À l'inverse, quand on veut extirper un secret à quelqu'un, l'on dit alors suivant l'expression en usage tirer les vers du nez. Or vers vient du latin et signifie vrai. Mais le sens le plus à l'œuvre dans la propagation des secrets reste oui, on dit ébruiter un secret, une affaire, ou bien glisser un secret sous l'oreiller, comme un chuchotement. Le secret, ne l'oublions pas, se transmet de bouche à oreille. L'expression sous le sceau du secret signifie confier un secret, une information sous condition impérative de ne rien divulguer. Les lèvres doivent rester scellées. Dans le cas contraire, on a vendu la mèche, car rien ne pèse autant qu'un secret et pourtant ne confie-t-on pas ses petits secrets en disant « motus et bouche-cou ». C'est le langage qui trahit nos secrets, secrets qui pèsent par fois si lourd, qu'on ne voudrait pas les connaître soi-même. Le secret peut être aussi lié avec la mort, ne dit-on pas d'un vieillard peu loquace et sur le point de mourir, il emportera son secret dans la tombe. Ou encore pour montrer que l'on est discret, ayez confiance en moi, je suis muet comme une tombe. Ne parle-t-on pas encore d'ensevelir ou d'enfouir un secret en soi-même comme dans un tombeau? Dans ce lien avec la mort, l'on retrouve la notion de silence associée au repos éternel et à la notion de lieu. D'une tombe les gens ne parlent pas. En tout cas là,
mort, elle ne révèle jamais son secret aux survivants. Une autre expression assez ancienne relie secret, mort et pouvoir, savoir où est le cadavre de quelqu'un signifie connaître son secret, savoir quel est son vice dominant, son faible, dictionnaire de la langue verte d'Adelvaux de 1867. DUNOND un T au secret de Polichinelle. Le secret est avant tout une information de la plus haute importance concernant un événement honteux ou dramatique ou des comportements jugés comme étant répréhensibles de la part de certaines personnes. Cette information précieuse peut être connue d'une ou de plusieurs personnes devant garder impérativement le silence. Donc le secret est avant tout un savoir, savoir d'autant plus précieux qu'il ne doit pas être transmis. Comme le dit Rémy de Gourmont, savoir ce que tout le monde sait, c'est et ne rien savoir, le savoir commence là où comment. Ce que le monde ignore. Une promenade philosophique. Le psychiatre Guy Oslow dans un article sur les secrets de famille, donne une définition très précise du secret, c'est un élément d'information non transmis, que l'on s'efforce de cacher consciemment, volontairement à autrui, en évitant d'en communiquer. Car le contenu, que ce soit sur le mode digital ou analogique. 2. L'auteur insiste donc sur la volonté explicite de ne pas transmettre une information. Nous verrons par la suite qu'un secret se transmet. Parfois à l'insu même du porteur de secret. Pourtant, tout ce qui n'est pas transmis ne constitue pas pour autant un secret, ainsi, les petites cachotteries de la vie quotidienne ne sont pas des secrets, tels parents décidant de choisir en cachette un cadeau à leur enfant, ou bien tel enfant décidant de cacher une relation amoureuse à ses parents, ne sont pas pour autant à l'origine de la constitution de ce que nous appelons un secret. Il existe différentes formes de secrets, des secrets qui n'en sont pas vraiment et d'autres qui sont des secrets à double ou à triple fond. Il est important de bien distinguer le non-dit, le mensonge et le secret. Le mensonge est une assertion sciemment contraire à la vérité, faite dans l'intention de tromper. Ainsi, pour on croire que le fait de ne rien dire ou de ne pas dire quelque chose, non dit, est opposé au fait de mentir. Or, le non-dit se rapproche plutôt de ce que l'on pourrait appeler le mensonge par omission, c'est-à-dire que l'on oublie volontairement de dire quelque chose. Le non-dit, c'est le blanc du discours, c'est la tache aveugle qui absorbe toute la lumière, c'est l'absence qui brille d'un éclat mat. Mais alors, quelle est la différence entre le non-dit et le secret? Les non-dits se limitent à la non-transmission par le langage digital et verbal, alors qu'ils peuvent être transmis sur un mode analogique. G. Oslow, opus cité, l'exemple d'un non-dit cité par l'auteur est fréquent et relativement simple, des parents, en font désaccord avec les méthodes d'enseignement de l'institutrice de leur enfant, n'en disent rien à celui-ci, cependant, nombre de choses et de comportements traduiront ce désaccord. Finalement, si le non-dit reflète une absence de discours sur une chose précise, le comportement peut révéler et même trahir ce qui n'a pas été dit. Si, dans le cas du secret, rien ne doit transparaître, le mensonge lui peut servir à masquer la vérité, en servant de paravent au secret. 1. Exemple, un homme marié et ayant une situation sociable enviable a toujours caché à sa femme et à ses enfants le court épisode de sa vie, durant lequel il a fait de la prison, s'il n'en parle jamais, sur quelque mode que ce soit, à savoir ni par allusion, ni par ses attitudes, alors cet épisode de sa vie dont il a honte, peut constituer un secret. Par contre, s'il accorde, dans son discours éducatif une grande place au respect de la loi, et va même jusqu'à manifester une
haine farouche pour ceux qui la transgressent, alors, dans ce cas, il constitue davantage un non-dit focalisé sur un moment de sa vie, mais un non-dit qui influence encore en grande partie ses opinions et ses attitudes actuelles. Dans ce cas précis, une seule personne était détentrice du secret, mais le secret peut être partagé avec un ou plusieurs membres de la famille. Par exemple, dans le cas d'une adoption, il peut arriver que les deux parents décident d'un commun accord de ne rien révéler de sa véritable origine à l'enfant et à il-même, jusqu'à lui mentir pour préserver le secret. Mais il existe une autre forme de secret, c'est le secret de Polichinelle. Cette forme très particulière de secret évoque un secret qui paradoxalement est connu de tous, c'est-à-dire en fait une absence de secret. Cette expression désigne par exemple les petites manies ou les marottes d'un membre de la famille dont tout le monde ricane sous cap, mais que l'on évite d'évoquer devant la personne concernée. Un exemple, tel père de famille qui se montre excessivement radin dans la vie quotidienne, a une véritable passion pour le jeu et y perd régulièrement d'import tant de sommes d'argent. Les autres membres de la famille sont au courant, mais ferment les yeux et cette marotte n'est un secret pour personne. À la fois contenu et contenant, il permet d'instaurer les limites entre l'intérieur et l'extérieur, le dedans et le dehors, soi et les autres. Renvoyant au narcissisme, à la construction de l'identité, il constitue un élément structurant de l'organisation psychique, le secret comme condition pour pouvoir penser. En ce sens, l'espace du secret, privacy, est un garant de l'équilibre psychique. Le secret de famille, par contre, est un danger pour l'équilibre psychique de celui qui le porte, en même temps qu'il est le pivot de l'homéostase familiale. À la fois fascinant et embarrassant, devant être à la fois oublié et commémoré, retenu et exhibé, caché et expo. Il œuvre en silence, produisant un certain nombre de symptômes plus ou moins graves. Ce n'est pas par hasard si la révélation du secret est associée à la mort comme dans l'expression emporter son secret dans la tombe, où le silence et la mort l'emportent sur la parole et la vie. Secret, savoir et mort sont reliés par la culpabilité. L'aveu de l'inavouable peut être associé à un danger de mort inconscient. C'est pourquoi la sublimation dans une activité artistique permet au créateur de se libérer partiellement du secret, de manière cryptée, donc non reconnaissable et sans même en avoir conscience. Ce moyen détour cet échappatoire permet également un travail psychique, un réaménagement qui contribue à une meilleure intégration du secret. Mais le plus souvent ce sont le déni et l'amnésie qui sont les meilleurs alliés du secret, l'installant et le confortant dans sa fonction de parasite psychique. Parasite qui se transmet de génération en génération. La psychanalyse a permis de mettre en lumière l'impact d'événements douloureux qui ont été vécus par les parents et qui, n'ayant jamais pu être dits, sont transmis aux enfants qui en portent les effets. Ainsi, la psychanalyse et surtout la psychanalyse d'enfants a fait comprendre la solidarité des générations devant les effets dévitalisants de certains traumatismes, stress, chocs affectifs ou vitalisants, réussite, joie. F. Dolto, La cause des enfants. Cette découverte nous montre à quel point il est rare et difficile de pouvoir faire l'économie du passé de ses ancêtres, outre celui des parents, on pense à celui des grands-parents. Pour Françoise Dolto, cette découverte de la transmission de l'héritage aussi bien que de la dette sur le plan émotionnel inconscient des êtres humains est comparable pour son importance capitale à la découverte sur le plan pathogène de la transmission génétique de certaines maladies, opus cité.
Ce secret de famille qui est resté interdit, dont la souffrance est restée en suspens, sans interlocuteur, continue de hanter les pensées de celui qui en a hérité de manière silencieuse. Le secret est une histoire sans parole. La faute à l'origine de l'instauration du secret n'a jamais pu être révélée, formulée, et n'a jamais pu être assumée. Or le seul moyen de rompre la chaîne du secret est de parler cette faute, de la mettre en mots. Encore faudrait-il savoir de quoi il s'agit. Il est parfois difficile de relier les symptômes à leur origine, surtout s'il s'agit d'un secret qui par essence a été bien gardé. Le secret, s'il ne peut s'exprimer de façon sublimée, trouvera une autre voie détournée, et ceci souvent aux dépens de celui qui le porte. Le sujet pourra éprouver des angoisses sans nom, une tristesse profonde sans raison apparente, ou pourra développer des troubles psychosomatiques qui permettront à la souffrance, qui n'a pas été mise en mots, de s'exprimer de façon symbolique. La faute qui n'est pas dite et donc non reconnue, sera alors déplacée sur d'autres qui s'en sentiront inconsciemment responsables. Ce sont ces dettes invisibles qui perdureront leur travail de séparation sur plusieurs générations. Rappelons que la première séparation s'est opérée au sein du psychisme par la mise en place du clivage. Une partie du psychisme ne sait pas qu'elle sait, tandis que l'autre interdit de faire savoir qu'elle sait. L'esprit est divisé, une chaîne de communication verbale a été rompue. Pour la rétablir, il faudra toute la neutralité d'un thérapeute qui, lui, pourra entendre la souffrance et reconnaître la faute cachée et inavouable sans se sentir atteint par le poids de la culpabilité, dont il doit d'ailleurs décharger le porteur de secret. Seule la parole est libératrice et peut briser les chaînes invisibles tissées par le secret. Sans parole, les secrets continueront leur chemin déclenchant les mêmes histoires répétées sans fin et dont la trame a pour origine